Construire en Afrique sans béton, sans climatisation, en puisant dans les savoirs ancestraux, c'est le pari de Mariam Issoufou, architecte nigérienne, champion de la Terre 2025 selon l'ONU, et l'une des 15 femmes les plus créatives du monde selon le New York Times, bureau à Niamey, New York et Zurich, mais ses racines restent au Sahel. Mariam Issoufou, bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Je le disais, et je voudrais Bonsoir, merci préciser à beaucoup. nos téléspectateurs que vous êtes d'abord ingénieur informatique de formation. Est-ce que cette première carrière a influencé votre façon de concevoir l'architecture? Et au début, je voulais vraiment que ça n'ait aucun impact sur ma vision et sur ma formation d'architecte. Parce que j'ai commencé je me suis quand j'ai commencé à apprendre ce qu'était l'architecture, je me rendais compte qu'il y avait, un certain attachement aux outils, informatiques justement, comme, mode de design et je trouvais que c'était un peu difficile en fait d'apprendre ce qui était vraiment, la conception de l'espace quand on s'attachait à ces outils-là. Donc j'ai tout fait en fait pour, effacer cet aspect, de ma personnalité, mais qui m'a rattrapée très vite, par la suite parce que je me suis rendu compte qu'en tant qu'ingénieure informatique en fait, ce que je faisais, c'était aussi de l'architecture parce que je codais et c'était vraiment le code structurant, des logiciels, que j'écrivais, ce qui, en fait, revient à faire de l'architecture virtuelle, où on a une brief qui nous dit ce qu'il faut, comme fonctionnalité et en fait, on le fait, vraiment de nulle part. Et c'est assez proche de l'architecture, je dois dire. Donc finalement, j'ai été bien formée par l'informatique, en fin de compte, quand je suis arrivée, Et en justement, architecture. en parlant d'architecture, j'ai vu que vos murs de terre et d'argile coûtent 30% moins cher que le béton et restent naturellement plus frais. Pourquoi l'Afrique continue-t-elle à construire en béton importé alors que des solutions locales existent? C'est bien la question et je pense que c'est vraiment le débat qu'on devrait avoir parce qu'on a accepté une certaine idée, d'architecture contemporaine qui ne peut exister sans le béton et c'est une idée absolument fausse, bien sûr. La brique de terre peut créer les mêmes formes que, la brique de ciment. Donc déjà, je crois qu'il y a une conversation à avoir de ce point de vue-là, pour vraiment démontrer non seulement, ce que la terre a apporté, mais comment utiliser la terre de manière à ce que ce soit un matériau, heu, solide. Parce qu'on a souvent cette impression que la terre n'est pas un matériau fiable et on a même ces expressions, de construction en dur et en général, quand on le dit, on veut dire, construction en ciment, et on voit la terre comme un matériau assez précaire, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc pour moi, l'enjeu était vraiment de démontrer qu'on pouvait faire une architecture contemporaine qui utilise la terre. J'utilise le béton quand j'en ai besoin, surtout quand il s'agit d'avoir certaines hauteurs, que la terre ne permet pas. Donc il ne s'agit pas d'être dogmatique non plus, mais d'utiliser les matériaux qui ont un sens dans notre contexte, qui sont beaucoup plus, abordables bien sûr, mais qui sont abordables aussi dans la durée, dans le maintien, du bâtiment une fois qu'il est achevé. Cela aussi est très important pour ce qui est de l'aspect économique, structurellement parlant, de l'architecture qu'on construit en Et Afrique. justement, le complexe ICMA au Niger, une bibliothèque, une mosquée dans un village rural, concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans la vie des habitants de Dandaji? C'était un projet vraiment qui était, assez, intéressant pour moi à dessiner, je dois dire, parce qu'il est parti d'une mosquée qui existait déjà, qui était en terre et qui s'effondrait, disons, par manque de maintien, par manque d'entretien et qu'on a rénové avec, des matériaux modifiés, donc de l'argile, mais mélangés, par exemple, à la gomme arabique pour la rendre imperméable et pour faire de telle sorte qu'elle résiste, aux intempéries. Mais en même temps, on a pu la transformer en un nouveau bâtiment, donc on l'a transformée en bibliothèque, qui est la première bibliothèque de la région. Donc programmatiquement parlant, c'était déjà un apport d'avoir un espace de ce genre où les étudiants pouvaient aller étudier, dans le calme, consulter des livres,
etc. Mais en même temps, on a dû construire une mosquée juste à côté pour remplacer l'ancienne qu'on s'était réappropriée et créer des espaces d'instruction aussi, d'alphabétisation, de formation. Et du coup, l'impact sur pas seulement sur le village, mais sur la région. Et je crois qu'il y a à peu près 5 villages tout autour qui se retrouvent à vraiment utiliser ces espaces-là, que ce soit les espaces de formation, que ce soit la mosquée, bien sûr, surtout les vendredis où différentes personnes de différents villages se retrouvent dans cette mosquée. Je pense que ce projet, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment amplifié la vie de ce village, mais a été une très bonne démonstration de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a déjà, donc c'est-à-dire cette architecture en argile qui était déjà là, qu'il ne s'agissait pas de s'en détourner, mais plutôt de voir ce qu'elle avait à apporter et comment on pouvait l'aider à durer dans le temps. Et avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle de Niamey 2000. Niamey 2000, c'est votre réponse à la crise du logement au Niger. Des maisons en terre compressée, des espaces communautaires, une ville-quartier inspirée des villes sahéliennes précoloniales. Est-ce que ce modèle peut s'appliquer à toutes les grandes villes africaines qui explosent démographiquement? Absolument. Et je veux dire, ça, on a vraiment fait un projet assez timide de ce point de vue-là, sur 2 étages, mais en fait, on peut appliquer le même concept sur 3, 4 étages. Et pour des villes, surtout des villes qui sont assez horizontales, comme les villes du Sahel, euh, augmenter de 2, 3 niveaux automatiquement a un impact assez important sur l'expansion de la ville et sur la concentration des ressources. Et donc, je pense en fait que pour moi, ce projet, à travers ce projet, il s'agissait de prouver qu'on pouvait non seulement réfléchir la densification, mais le faire de telle sorte à ne pas perdre tous nos liens communautaires et à incorporer les espaces qui ont à voir avec notre manière de recevoir, avec notre manière de s'asseoir devant la porte et puis d'être avec les amis, de recevoir à l'intérieur, de protéger notre intimité, etc. Et que tout cela était possible dans une forme contemporaine. Et je pense que l'autre aspect qui était important à travers ce projet, c'était encore une fois de penser à l'aspect économique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de répondre à la densification, mais de penser à pouvoir se permettre des logements dignes, des logements qui nous ancrent dans notre communauté, où l'entraide est toujours vivante, mais aussi des logements qui ne nous demandent pas de dépenser la moitié de notre salaire en facture électrique. Et donc, il s'agissait vraiment de regarder toutes ces différentes forces, en fait, toutes ces pressions aussi que nous avons sur les communautés et d'y répondre à travers ce type de logement. Merci beaucoup.